Bon, bonjour à tous. Donc, ça tombe bien qu'Alban soit passé avant parce que ça va me permettre de zapper les diapositives de général parce qu'on a beaucoup d'informations nouvelles à vous donner dans la mesure où donc Périgénomède a commencé au 5 mai et on a maintenant fini nos inclusions au CHU de Dijon. Ce qui veut dire que j'ai pas mal d'informations concrètes à vous donner. On vous a beaucoup régulièrement parlé de ce projet avec qui allait arriver, et maintenant on va pouvoir vous donner effectivement des informations un peu plus concrètes parce que c'est vraiment important aussi de passer à ce qui se passe réellement avec les patients. Donc je vous passe cette diapositive, celle de l'intérêt aussi, l'histoire de l'amyotrophie spinale versus la mucoviscidose où on est anticipation versus réaction aussi. Et puis personnellement, j'avais eu envie d'aller dans cette aventure de dépistage néonatal parce que quand je suis revenue de ma formation à Necker, quasiment l'une de mes premières consultations à Dijon, ça a été une consultation assez douloureuse avec une petite fille que tu as connue aussi, Fred, qui a eu un diagnostic de leukodystrophie métachromatique qui a d'emblée allé très très mal. Et puis cette petite fille avait une sœur qui était en parfaite santé et la maman a demandé un diagnostic présymptomatique. Elle avait absolument rien, cette petite fille. Et en fait, elle s'est avérée aussi atteinte avec une IRM qui était déjà très, très pathologique. Ces signes ont débuté très peu après. À l'époque, elle avait eu la possibilité d'avoir une greffe de moelle, même si son IRM n'allait pas tellement en faveur. Elle est décédée aussi. Et maintenant, je trouve que avoir un traitement pour cette pathologie qui est quand même qui marche très très bien aussi, je dirais avec des résultats extrêmement favorables, fait qu'on se dit que on ne peut pas non plus se dire que maintenant on a la possibilité de dépister, la possibilité de traiter, et qu'on laisse encore des histoires comme ça horribles arriver. Cette maman, elle avait que 2 enfants, donc elle n'a plus d'enfants, elle était trop âgée pour en avoir d'autres. Et on l'a retrouvée il n'y a pas très longtemps pour un gala, et elle est effectivement tout à fait dans l'idée qu'il faut absolument qu'on avance dans ces situations-là. Alors, je ne devais pas forcément vous parler de ça, mais donc Camille Level, qui devait intervenir dans la session éthique d'après, peut pas venir. Donc, je vous ai intégré quelques diapositives qui me remontrent un petit peu l'histoire de comment on s'est saisi au niveau de notre FHU Translate de la question. On a commencé, on a fait, vous le savez, beaucoup de projets pilotes en génomique depuis l'arrivée du séquençage haut débit, qui a été une aventure qui nous a réellement passionnés, tellement avec tout cet apport diagnostique supplémentaire. Et effectivement, on s'était posé la question en 2019 de quelle serait la suite dans nos réunions de brainstorming. Et la suite est venue sur la question du dépistage néonatal, aussi assez naturellement, puisque Fred était très engagé dans la Société française de dépistage néonatal. Mais à l'époque, vous vous souvenez un petit peu de là où on en était en France en 2019, ce n'était pas du tout entendable d'aller parler de ça. Moi, je me rappelle quelques années plus tôt, il y avait notre collègue de NIMEG qui avait un séminaire de Manchester. Tu dois s'en souvenir, Annick, commençait à dire le futur de la génomique sera dans le dépistage néonatal. Il s'était vraiment fait huer. On n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là à ce moment-là, peut-être un peu plus en 2019, mais quand même pas du tout. Et à ce moment-là, Fred nous a dit qu'il faut faire une étude d'acceptabilité auprès des professionnels et des parents, parce que finalement, on ne sait pas ce que veulent les gens, si les professionnels sont prêts et si les parents, c'est leur demande. Donc, effectivement, il y a né CEDEN, qui a été conçu par Camille Level, qui en a fait son sujet de doctorat en économie de la santé et en santé. Et l'idée, c'était de effectivement regarder un petit peu la vie des parents et des pros. Donc en gros, les résultats qui sont arrivés, c'est que 88% des parents étaient plutôt demandeurs et 81% des professionnels de périnatalité aussi. Les professionnels de périnatalité ont été interrogés en 2021. C'était avant toute la question de l'amyotrophie spinale et le fait que maintenant tout le monde est convaincu, ce qui n'était pas forcément le cas avant, sur le fait qu'on a vraiment des situations où
où il faut avancer dans le dépistage néonatal, je n'ai pas beaucoup de doutes qu'on serait à plus si jamais on le refaisait maintenant en 2025. Et donc le fait d'avoir eu ces résultats favorables ont fait qu'on s'est lancé avec, on va le voir juste après, tout le travail international dans l'aventure de Périgynomède. Donc, les éléments que vous aurez présentés, Camille, c'était, donc je fais en très rapide, étaient quelques éléments de résultats que certains ont déjà vus pour certains bouts à certains congrès, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a des retours dessus. Donc, déjà, il y a eu des questions sur l'avis des différents professionnels par rapport à la part de la génétique. Et on a, dans les professions non généticiens, il y en avait quand même beaucoup qui disaient qu'ils ne se sentaient pas en mesure de se prononcer là-dessus. Mais sur le plan des généticiens, vous voyez qu'on était toute cette partie-là qui était OK pour aller sur panel de gènes par le pan génomique ou pas. Ensuite, il y avait eu une part où les professionnels étaient interrogés sur leurs avis sur les critères de Wilson et Jungner et les autres. Donc, sans surprise, les critères de traitabilité étaient très importants. Et puis, il y a aussi eu des interrogations qui avaient été données. Ah, ok, d'accord. Donc, il faut que je pointe là, c'est ça? Ah, ok. Des questions qui avaient été données sur quel type de variant, parce que dans cette étude-là, on allait plus loin, il n'y avait pas que les pathologies traitables dans l'enfance, mais aussi on est allé beaucoup plus loin sur pharmacogénétique et autres, pour voir comment les gens se positionnaient. Et comme beaucoup d'études qui ont pu être faites de façon générale, il y avait majoritairement des personnes qui étaient pour le côté traitable, mais de façon étonnante ou pas, on avait aussi des personnes qui estimaient que même si c'était à révélation tardive, adulte, mais traitable, on devrait y aller. C'est des questions, on pourra y revenir en dehors des sessions, mais qui sont toujours étonnantes parce qu'effectivement, il y a quand même aussi vraiment un nombre important, en particulier dans le milieu associatif, mais aussi dans les médecins d'adultes, qui estiment que le dépistage néonatal étant le seul moment où on peut faire du dépistage, qu'il faudrait aller plus loin que uniquement les pathologies pédiatriques traitables. Sur les parents, donc c'était assez intéressant parce que l'étude a été faite déjà dans 4 maternités au moment du dépistage néonatal, où les personnes ont été interrogées sur ce qu'elles souhaitaient. Et là, de la même façon, on a une frange de la population qui est non négligeable, qui souhaiterait avoir aussi par exemple ici, si on prend adulte, vous voyez que acceptable et complètement acceptable, c'est quand même ce que les parents choisissent en majorité. Et puis, il y avait aussi donc, la part de regarder un petit peu la part de la génétique. Si jamais on faisait un test génétique pour répondre, ça ne change pas grand-chose pour les gens qui aient ou non de la génétique. Cette étude a permis aussi de croiser des résultats parents. En fait, les mêmes questions étaient posées aux parents et aux professionnels. Et il y avait aussi des vignettes cliniques. Et dans les vignettes cliniques, on avait amyotrophie spinale, QT long, myopathe Duchenne, BRCA et hyperthermie maligne, là, qui étaient pour le coup posées uniquement à je ne sais plus si c'était les parents ou les pros. Et il y avait donc, plus on allait vers des trucs non traitables ou adultes, plus la part du rouge dans les professionnels de santé était importante. Mais vous voyez qu'elle l'est assez peu quand même sur les parents. Et puis après, il y a aussi des interrogations croisées aussi sur l'information. Et l'information, en fait, que les personnes jugeaient, le moment qui était jugé idéal, n'était pas le même moment qui était jugé par les professionnels que par les parents. Les professionnels, donc vous voyez que c'était surtout 4, donc au 3e trimestre, et puis aussi dans les 3 premiers jours, donc en postnatal immédiat, alors que finalement, les parents, c'était beaucoup plus... ça pouvait être un petit peu à tous les moments, préconceptionnel, 1er trimestre, 2e, etc. Bon, je suis allée vite là-dessus parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de résultats concrets à vous donner. En parallèle de cette étude SEDEN qui a duré un petit peu, il y a eu l'actualité internationale
qui est quand même restée longtemps silencieuse et qui, à un moment donné, l'a été beaucoup moins parce qu'il y a eu un consortium international qui s'est mis en place. Et là, on a vraiment réalisé, tous, qu'il y avait plein de choses qui étaient en cours ou qui se préparaient ailleurs, en particulier aux États-Unis et en Australie, qui étaient pour les plus avancés. Donc en bleu, à l'époque, étaient les non commencés en Europe. Et en Europe, il y avait en particulier un projet européen qui avait été financé, donc Screen for Care, auquel on participe. Alors Screen for Care, je ne vais pas vraiment avoir le temps de vous en parler, même si ça aurait vraiment été intéressant, parce que dans Screen for Care, ils n'ont pas du tout la même vision qu'on l'a dans Perigénomède, et ils nous font en fait des rendus de résultats hyper larges, avec des résultats qu'on aurait classés en classe 3 en France, et qui nous rendent en classe 4 et qui voudraient qu'on rende, parce qu'eux, ils ont l'habitude, en particulier en Italie, d'avoir très souvent en fait, des rendus de résultats qui font aux patients. Ils disent qu'il y a 9% de la population qui est rappelée pour le dépistage néonatal compte tenu de leur large éventail. Et eux, ça ne leur paraît pas du tout un problème d'aller recontacter beaucoup de patients pour faire de la vérification de choses qui seraient des VSI 3 ou 3+, peut-être, et que nous, on n'aurait pas rendu et qu'on n'a vraiment pas envie de rendre. Donc je fais de la résistance actuellement dans Screen for Care. J'ai rendu très peu de résultats et on est en discussion forte avec les filières sur comment faire au mieux. On s'aperçoit dans ces aventures-là que le circuit des maladies rares français est incroyable. On a une réactivité des biologistes comme des cliniciens qui sont impressionnantes, y compris pendant les vacances. Enfin, c'est vraiment très facile de travailler, je pense, dans le système français autour de projets innovants comme ceux-là, où clairement on ne peut pas travailler seul. Ce consortium international ICONS a aussi cette dynamique-là de mettre ensemble les façons de travailler. C'est un consortium qui partage énormément. Quand on a commencé Perigénomède, on avait à disposition des listes de gènes, des protocoles, etc. Évidemment, c'est très aidant, même s'il fallait adapter tout ça à la française. Et on peut aussi regarder un petit peu tout ce qui se passe ailleurs. Donc, en Europe, Generation Study a marqué beaucoup un peu tout le monde parce que l'État a mis sur la table quand même 105 millions de livres sterling pour lancer Generation Study. Moi, ce projet, il m'a impressionné parce que quand on a monté Perigénomède, on était vraiment un tout petit lot de personnes qui travaillaient dessus. Generation Study, c'était 40 temps plein pour préparer le projet. Donc, on n'était pas dans le même cours, je ne sais pas comment on dit. Alors, Perigénomède, voilà comment elle a été conçue. Au départ, on est parti naïvement, en se disant, à peu près dans les autres projets, tout le monde était à peu près autour de 20 000 nouveau-nés pour essayer d'en faire de pouvoir démontrer quelque chose. Donc, on était parti sur ce chiffre-là. Et naïvement, on était parti parce qu'on avait eu des contacts initiaux dans l'industrie pharmaceutique qui faisaient penser que tout le monde n'attendait que ça, qu'il y a un projet pour dépister très tôt les enfants. Dans DEPISMA, l'industrie pharmaceutique a vraiment financé le projet en énorme partie. Donc on avait naïvement pensé que compte tenu de tous les laboratoires, tout le monde allait donner beaucoup et que ça allait très vite financer le projet. Sauf que ça n'a pas du tout été comme ça, étant donné qu'on n'est pas ciblé sur une pathologie, mais de multiples pathologies. Finalement, l'apport donné par les laboratoires pharmaceutiques a été vraiment très moindre. Et on a vite vu qu'on allait avoir des gros soucis pour débuter ce gros projet. Donc on l'a divisé en 2 phases. La phase 1, où l'input initial de l'AFM Téléthon a été majeur, sinon je ne sais pas si on aurait déjà débuté, qui a permis effectivement de se dire qu'on allait se lancer et amorcer le projet. Et puis après, il y a eu d'autres cofinancements, dont un gros financement obtenu par les mutuelles AXA que vous avez pu avoir pour le côté ouest. Ensuite, l'idée, c'était donc de continuer avec ces chiffres plus importants sous la forme d'un préfigurateur, et puis avec un input important des sciences humaines et sociales, compte tenu des multiples questions qu'il y a. Et vraiment, on va le voir, on ne néglige pas
tout ça, c'est majeur. Donc ce projet d'emblée, on l'a voulu participatif parce que effectivement, il y avait besoin de tout le monde, de toutes les disciplines. Donc il y a eu un gros travail d'information, de mise en commun, des comités qui se sont mis en place, des groupes de travail divers pour toutes les questions qui étaient posées. Et puis, donc cette phase 1, donc 2500 nouveau-nés, 5 maternités de CHU, donc de nos 2 FHU, la FHU Translade et Génomède, donc Dijon, Besançon, Nantes, Rennes et Angers. Une étude qui avait pour but d'être surtout sur les questions de faisabilité, acceptabilité et construction des outils, réponse des premières questions, de commencer à regarder ce que ça donnait sur l'organisation des soins. Donc, au final, cette étude est effectivement financée donc, par l'AFM Téléthon. Illumina a un rôle absolument majeur aussi, parce qu'ils ils prennent en charge l'ensemble des réactifs sur ce projet. Et puis, les mutuelles AXA, et après des petites parties de laboratoires pharmaceutiques. On espère d'ailleurs que pour la phase 2, ceux qui sont ici présents aient envie de plus s'investir sur ce projet national qui pourrait être lancé. La sélection des gènes a été un point majeur de discussion, mais en fait, quelque part, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un point majeur, c'est évident, mais que ce n'est pas un point si majeur pour la suite. On a l'idée du séquençage du génome, Alban l'a dit, c'est que on peut l'adapter comme on veut, ce qui veut dire que des gènes peuvent être rajoutés, peuvent être enlevés très facilement. C'est-à-dire qu'on a juste à dire à Yanis, est-ce que tu peux rajouter ce gène, est-ce que tu peux enlever ce gène? Ça a déjà été fait dans les 2 sens. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a des fois des enjeux en disant oui, mais c'est un problème si on n'est pas dans Périgénomède ou c'est embêtant que Périgénomède ait mis ce gène-là dans sa liste, mais ça ne préfigurera pas du tout de ce qui sera choisi plus tard. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on a un outil qui peut être utilisé dans le futur comme pouvant faire de l'extension du dépistage néonatal. On a du coup bénéficié, comme on l'a dit, du travail des autres pilotes. On a mis à disposition ces informations-là des filières de santé. Et ce qu'on a voulu, c'était que ce soit les filières de santé qui choisissent leur liste. On a abouti au final sur le fait d'avoir dans la phase 1 2 listes. Une liste traitable, dite traitable, une liste actionnable, où on a, suivant si on compte en gènes ou pathologies, autour de 400 gènes et 200 maladies en gros pour chacune. Donc il y a eu plein de changements par rapport à ce que les autres pilotes avaient décidé. C'est normal. On a le gros bleu, là, c'est de l'immuno-hémato. On l'a vu ce matin, les déficits immunitaires, 500 et quelques gènes. Donc il y avait, dans les autres projets pilotes, il y avait beaucoup moins d'intérêt sur ces pathologies, et c'était beaucoup plus des gènes de maladies héréditaires du métabolisme qui étaient prioritaires. Je ne viendrai pas sous Pipeline Bioinfo, Yanis en reparle, mais du coup, par contre, effectivement, ce point d'intérêt majeur, parce que tous les fameux variants de Screen for Care, on les aurait a priori pas vus avec le pipeline de Périgénomède, qui est du coup beaucoup plus conservateur pour essayer de ne donner essentiellement des résultats positifs, d'éviter au maximum les faux positifs, au prix, on le sait, où on aura des faux négatifs parce qu'on n'aura pas dépisté certains VSI. Mais c'est comme ça qu'en tout cas qu'on veut débuter. Au niveau du design, on était aussi parti parce que c'était aussi ce qu'on avait retenu des autres projets pilotes, et en particulier du Guardian, parce qu'effectivement on a la chance qu'Alban partage beaucoup son expérience, et on était parti sur une information au 3e trimestre de grossesse, et puis vous allez le voir que pour Dijon, même si c'était prévu comme ça, on a fini par bouger un peu parce que ça n'a pas été si simple. Et je pense que les organisations elles vont être aussi très différentes suivant les villes dans lesquelles on sera, etc.
Donc, information pendant la grossesse ou à la naissance, retour des résultats positifs avec un délai qu'on s'est mis à peu près de 4 semaines, et puis après suivi des patients pendant 5 ans et tout au long des études de sciences humaines et sociales, où on interroge des études quantitatives, qualitatives, et en particulier des positifs, parce que l'idée est de coller beaucoup avec les attentes des personnes. Alors, on a fini nos inclusions à Dijon, début de cette semaine, vous voyez, c'est tout frais. On avait 600 et 650 et quelques enfants à inclure. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça a mis 4 mois à ce qu'on puisse recruter ces enfants. On a pu approcher 81% des femmes, des parents, quoi. Et avec, comme je vous le disais, finalement, on a eu plus de personnes qui ont été informées en post-naissance, parce qu'au 3e trimestre de grossesse, finalement, il devait y avoir une participation de la maternité importante dans les prises de rendez-vous. Et ça n'a pas été si simple que ça à organiser, ce qui veut dire que ça a été organisé comme ça, mais il y avait plein de loupés qu'on rattrapait après la naissance. Donc 80%, c'est bien. Les épidémios sont plutôt contents pour pouvoir faire pour qu'il y ait des choses qui ne soient pas trop biaisées. Et puis, on avait pensé, parce que c'était dans Screen for Care, on avait vraiment vu ça, qu'il y avait 10% de personnes qui acceptaient en plus quand on les informait pendant la grossesse, parce que c'était un moment où ils étaient plus ouverts pour la réflexion. Et puis finalement, dans Périgénomède, on a une acceptance, je ne sais jamais du coup comment on doit dire, qui est de 78% en prénatal versus 76% en postnatal. Donc finalement, on ne confirme pas trop une différence importante. Ce qui va être important pour la suite. Par contre, pendant la grossesse, on a quand même plus de gens qui prennent le temps de réflexion, parce qu'ils ont cette possibilité-là bien plus que quand on les informe à la naissance. Et donc, ça, on voit cette différence qui est là. Et puis, vous voyez que les listes 1 et 2, quand même, la majorité, 88%, veulent la liste 1 plus 2. Alors, sur le côté SHS, les personnes, on n'a pas un nombre de gens majeurs dans les tout venants qui remplissent les questionnaires. On est entre 20 et 30%. Et évidemment, beaucoup plus quand c'est positif, ce qui est un point qu'on souhaitait avoir. Et donc, les principales raisons pour lesquelles les personnes ne souhaitent plutôt pas participer, en premier, on trouve quand même beaucoup les raisons culturelles et les questions de barrière de la langue. On n'est pas censé en fait faire de l'information à des gens qui ne comprendraient pas du tout le français, mais des fois, ils le comprennent quand même un peu, ou un des deux. Donc, ceux-là, ils sont quand même approchés. Et dans ces situations-là, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre, et ces personnes ont tendance plutôt à refuser. Mais évidemment, il n'y a pas que ces raisons-là. Il y en a qui disent qu'ils font confiance dans ce qui est proposé habituellement, et que s'il y avait des pathologies qu'on devrait dépister en plus, probablement que ça serait proposé dans le cadre du système de soins. Il y a ceux qui ont eu des complications pendant la grossesse qui disent, là, on vient de sortir des marges de diagnostic prénatal, du coup, c'est trop pour nous. Il y en a qui ont peur qu'on cherche si on trouve. D'autres qui ne se sentent pas concernés en disant, nous, on n'a rien dans la famille de génétique. Si jamais il y a un des parents qui ne veut pas et l'autre qui veut, c'est l'avis de celui qui ne veut pas qui est conservé. Et puis, il y en a de façon plus mineure qui s'inquiètent sur la protection des données. En particulier, d'ailleurs, on avait plus ça dans Screen for Care parce que le projet était européen et ils savaient que tout ne restait pas en France. Alors, j'avais mis mais je vais aller très vite dessus aussi, sur quelques verbatims de refus parce qu'il y a un gros intérêt à Rennes sur la question des refus. Donc, voilà, des personnes qui expliquaient pourquoi ils avaient plutôt dit non. Donc, il y en avait qui disaient que ce n'était pas le bon moment, d'autres qui disaient qu'ils avaient plus confiance en la biochimie qu'en la génétique, d'autres qui disaient que si on cherchait, on trouverait. Et certains qui disaient, en fait, si jamais vous nous aviez dit de passer de 14 à 50, on serait peut-être dit oui, mais alors carrément 250, on se dit oh là là. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent. D'autres qui parlent d'eugénisme aussi, même si l'eugénisme n'est pas présent en postnatal quand même.
Et puis, il y en a qui parlent aussi de la douleur du prélèvement et qu'ils comprennent que si jamais on fait un deuxième buvard, peut-être qu'on reprélèvera un peu aussi. Alors, les expériences de rendu. Le premier rendu qu'on a eu à faire, ça a été une sclérose tubereuse de Bourneville, qui est en liste 2, donc variation TSC2. On avait anticipé que cette consultation allait être difficile parce que les personnes qui avaient fait l'information se souvenaient très très bien du couple, avec un papa qui avait vraiment un trouble du spectre autistique absolument majeur et il y avait eu beaucoup de réflexions autour de leur décision. Donc on s'était dit que ça serait peut-être une situation compliquée. Et en fait, la consultation s'est extrêmement bien passée parce que ce bébé allait pas très bien. Et il avait des problèmes pour boire ses biberons. Il avait été hospitalisé pendant quelques jours. Et puis, il n'avait pas eu vraiment d'examen. Les parents avaient été restés inquiets parce qu'il n'avait pas été très exploré selon leurs souhaits. Et finalement, d'avoir une pathologie qui avait été identifiée avec un circuit de soins qui a été assez cadré, un dépistage de l'épilepsie, parce que c'est surtout pour ça qu'elle est sur cette liste, avec un bébé qui avait régulièrement des petites révulsions oculaires, bon, même si elles ont été jugées pas forcément pathologiques, les a beaucoup rassurés. Donc finalement, et donc ce qui était très drôle, c'est que quelques jours après, il déménageait à Toulouse, donc c'est Alban qui les a récupérés. Dans cette expérience, moi j'ai été par contre, j'avais hyper préparé la consultation, j'avais sorti le texte orphanet grand public, j'avais sorti la carte d'urgence, etc. Et en fait, en direct, je ne me suis pas du tout sentie de les donner, déjà parce que je savais qu'on les revoyait juste après, parce qu'on a quelques jours après, il est revenu en hôpital de jour avec un EEG, parce que je me suis dit, mais d'un autre côté, on n'a même pas encore vérifié ses résultats. Il n'avait pas de tache café au lait, ce bébé. Pendant l'hôpital de jour, on a trouvé un rhabdomyome cardiaque, donc assez vite, je me suis dit, on n'a pas encore le résultat de confirmation, mais ça va être positif, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai eu quand même cette appréhension de dire, tant que ce n'est pas vérifié, je ne vais pas leur donner des papiers comme si c'était positif. Donc même le résultat écrit du test, je ne l'ai pas fait et ça a été fait secondairement. La deuxième, à l'inverse, on s'est dit, donc à chaque fois, oui, je ne vous ai pas précisé, on appelle soit le pédiatre, soit le généticien, suivant la pathologie, et c'est toujours des consultations en binôme avec un des pédiatres, qui est toujours celui qui est le plus logique. Donc, premier, c'est avec neuropédiatre. La deuxième, donc j'ai rendu avec Frédéric Huet et pas les ORL, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, on s'est dit que ça allait être une situation très facile, parce qu'en fait, le papa était connu de notre consultation pour avoir une surdité connexine 26. Cette grossesse avait été conçue par PMA, parce qu'il y avait une infertilité chez l'un des parents, et ils avaient été vus en consultation de génétique. On leur avait expliqué qu'il y avait une petite probabilité que la maman puisse être porteuse, et puis elle avait choisi de ne pas faire son test de savoir si elle était hétérozygote ou pas. Et donc, on s'était dit, et ce qu'elle avait donné comme argument à ce moment-là, c'est qu'en fait, on l'a vu dans son parcours de PMA, elle avait déjà ses embryons congelés. Et donc, elle a dit, de toute façon, ça ne changerait rien, on ne va pas recommencer le processus, parce que ça avait été une PMA plutôt compliquée. Et là, en fait, donc on s'était dit, ils vont tout à fait comprendre très rapidement. Donc, elle n'a pas posé de questions, la maman, au téléphone. Donc on s'est dit qu'ils avaient compris et que ça allait être assez facile. En fait, ça a été très compliqué parce que les parents ont dit qu'ils avaient compris que la probabilité d'avoir un enfant sourd était faible, ce qui était vrai. Elle restait faible, mais c'était le cas pour eux. Et ils disaient que le papa avait un vécu de sa surdité extrêmement compliqué parce qu'il avait été implanté très tard et il avait tout le temps des bruits parasites et il décrivait vraiment son quotidien comme un enfer. Et en disant que peut-être qu'il aurait été mis dans un monde de sourds sans avoir ces bruits qui étaient très compliqués pour lui à vivre. Derrière ça, néanmoins, l'ORL, donc effectivement, on n'a pas rendu avec l'ORL, parce que l'ORL nous a dit qu'elle voulait, elle, de son côté, les voir, mais avec les résultats des tests auditifs. Par contre, elle était super contente, parce qu'elle disait on n'est pas bon actuellement, parce que du coup, le temps de tous les contrôles, on implante trop tard. Donc là, vous me sortez du lot un enfant qui va être effectivement sourd et il va gagner du coup quasiment 6 mois de temps pour l'implanter.
Ensuite, on a eu 3 déficits en G6PD, mais en tout cas, il y en a pour un. On avait une anémie sévère qui était quand même à 7 grammes. Ensuite, on a eu un QT long par variant KCNQ1. Et là, donc, le retour d'expérience, c'est que cette consultation-là, elle a été probablement pas assez préparée avec le cardiopédiatre, parce qu'il a été effectivement assez inquiétant en sachant que c'était en plus une mutation qui n'était pas une méchante. D'après la filière, et donc qui a eu un discours quand même qui était assez dur sur le sport, qui a dit que voilà, il ne pourrait pas aller en piscine, etc. Et après, on s'est dit que ça, on aurait peut-être dû... Les autres consultations, il y a eu beaucoup de préparation d'amont sur ce qu'on allait se dire chacun, pas celle-là. Et on a vu qu'il faut vraiment le faire, parce que là, il y a eu un petit peu un malaise où les deux n'étaient pas forcément super... raccord sur ce qui se disait. Mais bon, depuis, ça a été travaillé avec la filière et c'est bien accord. Et puis, on a eu 2 hypercholestérolémies LDLR. Et donc, dans ces situations-là, ça n'a pas donné une inquiétude générée importante. Alors, en sachant d'ailleurs qu'on a été contacté par la filière et Firando et donc le groupe hyperlipidémie, parce qu'actuellement, ils voulaient mettre en place un dépistage de l'hypercholestérolémie à partir de 5 ans. Et donc, sont très contents que Périgenomède arrive pour permettre d'avoir un projet pilote, parce qu'ils estiment que c'est très important que les enfants soient traités à l'âge de 8 ans pour éviter les complications futures. Et donc, la maman nous a expliqué que son papa était dépisté et traité, mais que comme son papa avait plein de comorbidités, ils n'ont jamais parlé de génétique. Et la maman avait un taux de cholestérol qui était élevé, elle a été mise sous traitement. Un petit point horaire parce qu'on a déjà dépassé Okay. le timing. Si on veut vous questionner un petit peu, voilà, n'hésitez pas à conclure rapidement. C'est la douche froide, hein, je pense, pour vous. Non, vous avez beaucoup d'éléments à nous transmettre, mais on a aussi envie de discuter avec vous. Donc la phase 2, résultat le 2 octobre. Préfigurateur Bourgogne-Franche-Comté, l'ISHS, j'en ai déjà parlé, ça aussi. L'international, groupe de travail passionnant, n'hésitez pas à participer. Et puis, on travaille beaucoup sur la liste de gènes à l'international. Maintenant, il y a plus de 300 membres au sein d'ICONS. Et on en est déjà là, ce sera ma dia de fin. Au sein d'ICONS, voilà ce qui se discute. C'est de dire que le dépistage néonatal était une première étape, mais qu'il faudra penser dans le futur aux autres dépistages, parce que leur idée, c'est de dire que le dépistage néonatal, c'est pour les pathologies néonatales, qu'il faudra en avoir un plus tard pour les pathologies qui se déclarent plus tard dans l'enfance, mais un autre aussi pour les jeunes adultes, le dépistage préconceptionnel, bien sûr, dont on parle depuis longtemps, et puis potentiellement aussi quelque chose autour des personnes plus âgées. Donc, étant donné qu'effectivement, il va probablement ça va être moins coûteux de reséquencer que de garder les données, d'autant plus qu'on n'est pas du tout fait en France pour pouvoir retrouver les gens 20 ans plus tard, on ne peut pas se dire ça, on le rendra plus tard. Voilà. Et bien voilà pour cette conclusion accélérée. Et donc, c'est le retour des questions-réponses, je crois, avec le professeur Sylvie Audan, qui a bien pris l'habitude, avec le micro, d'aller vous voir quand vous levez la main. Ah, voilà, il y a des prises de parole. Du coup, j'ai mis à l'écran celles que j'ai pas pu... Comme ça, on peut les lire, c'est bien joué. Merci beaucoup. Je voulais savoir, dans les filières qui ont été extrêmement dynamiques, combien il y a de pourcentage il y a eu de discordance pour liste 1, liste 2 des gènes. Ça, c'était la première question. Et après, quelle est la place des ERN? Il y a des groupes internationaux. Alors, quand je vois que le SCAD est dépisté, pour nous, ce n'est pas une maladie. Donc, comment est-ce que tout ce monde de l'international et les ERN se connaissent quand même très bien, peuvent faire une unique liste? Est-ce qu'on peut accorder tout le monde ou ça ne sera jamais possible? Parce que finalement, chacun, peut-être culturellement ou je ne sais quoi, a son approche. Alors, il y avait la majorité quand même des gènes est attribuée qu'à une seule filière. Donc, du coup, dans ces cas-là, il n'y avait pas de discordance. Mais effectivement, il y a moins de 10% qui étaient sur 2 filières ou plus. Et là, ça a été arbitré, effectivement, soit pour des gènes vraiment super importants, genre G6PD, où on s'attendait à en avoir beaucoup. Un mettait en liste 1 et l'autre en liste 2, où on a dû faire une réunion pour qu'on se mette d'accord. Et les autres, sinon, c'était plutôt arbitré sur
Si quelqu'un disait en liste 2 et l'autre en liste 1, ça passait en liste 2 plus tôt. Ça a été plutôt comme ça que ça a été fait. Pour l'histoire de la liste, je passerai quand même le micro en complément aussi à Alban. Je pense que ce sera très très compliqué de se mettre sur une liste unique. Par contre, j'imagine que ce qui va ressortir du groupe de travail d'Icon, c'est une liste minimum, une liste sur laquelle on devrait aller. Mais d'un autre côté, ça ne va pas satisfaire tout le monde, parce que dans les 10 listes qu'on avait, eh ben, il y a un des gènes, par exemple, de votre filière, qui était dans toutes les listes et que nous, on n'a pas retenu en France, ou qui a été mis en liste 2 ou plus du tout, je ne sais plus. Et ce qui veut dire que je pense que finalement, il y aura des différences quand même. Mais quel est ton avis là-dessus ? Oui, le même avis, et qu'une des difficultés, c'est que pour les listes, on fait sur des données qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas des données de dépistage néonatal, et donc c'est un peu notre expérience personnelle ou ce qu'on anticipe, mais on n'a pas forcément de preuve que c'est des bonnes nominations. Quand on aura suffisamment de millions d'enfants mis sur des projets pilotes, je pense que les listes seront plus consensuelles, parce qu'on aura des bonnes données pour répondre à nos questions de est-ce qu'on améliore vraiment la pathologie en dépistant tôt. Il y en a beaucoup, finalement, on ne connaît pas bien la prévalence, on ne connaît pas bien la pénétrance, et on ne connaît pas bien l'évolution des enfants traités tôt, puisqu'il n'y en a pas ou peu, en dehors des dépistages familiaux, c'est une petite fraction de l'iceberg. Laurence, dans ta présentation, tu es assez prudente sur l'interprétation des variants, en disant que quand on est sur des 3-4, tu favorises les faux négatifs plutôt que les faux positifs. Comment tu imagines que ça puisse, parce que là on est dans un projet de recherche, mais comment tu imagines que ça puisse, on puisse garder cette prudence ensuite sur le plan éventuellement juridique, de passer à côté finalement d'un diagnostic. Est-ce que tu crois qu'en passant ce projet-là hors de la recherche en soins courants, on pourra garder cette même prudence ? Bon, après, déjà, le passage en soins courants, ça ne va clairement pas être maintenant. Tu vois, il y a encore des années de questions de recherche avant tout ça. Donc, j'imagine que les bases de données, déjà, comme Alban l'a montré, l'évolution qu'il y a eu, je pense que ça va vraiment, vraiment évoluer. Tu sais, il y a eu ce papier on n'aura peut-être plus de VSI en 2030. Je ne sais pas si ça sera vrai, mais en tout cas, voilà, il y a une idée qu'on s'améliore là-dessus. Donc, la plupart des projets pilotes internationaux, ce qui n'est pas le cas de Screen for Care du coup, mais la plupart des projets pilotes internationaux sont quand même aussi dans cet état d'esprit-là. Pour l'instant, on n'a rien en face. Donc de toute façon, il y a le dépistage néonatal en face qui permet de rattraper ce qui est disponible au niveau du dépistage classique. Donc après, je pense qu'on va apprendre, et pas que de Périgénomède, de tous les projets qui se font. Je pense qu'on est tous beaucoup maintenant à s'intéresser à la question et à l'affût de ce qui ressortira. Donc on bougera en fonction de ça. Tu veux compléter, Pascal ? Il y avait d'autres questions également. Oui. Ma question est un peu liée à celle de Delphine. En fait, vous avez déjà eu un faux négatif, vous avez commencé il y a peu de temps, et en réalité, on s'attend à beaucoup de faux négatifs, parce que notre connaissance sur la multitude de variants qui peuvent altérer un gène est très imparfaite. Donc comment, dans votre projet, vous avez défini la sensibilité diagnostique ? Comment vous avez construit et quelle information vous donnez aux parents pour évoquer la sensibilité diagnostique ? Alors quand tu dis qu'on a eu un faux négatif, c'est quoi du coup ? C'est pas toi qui as dit que... Moi, il me semble avoir entendu que vous aviez eu un faux... Oui. Non, non, c'est peut-être Alban. Alban, pardon. Un faux négatif pour une MPS 1. Et là, je pense que c'est un des points de discordance actuelle entre le monde des généticiens et le monde des dépisteurs, où pour la génétique, on va voir, je pense, la question de l'acceptabilité. On se dit que dans le cadre de l'acceptabilité, on veut diminuer les faux positifs, alors que les dépisteurs vont plus avoir la culture du dépistage avec accepter des faux positifs. Et je ne sais pas, il faut qu'on trouve un point de concordance.
Et c'est aussi pour ça que c'est important d'insister que c'est du dépistage et pas du diagnostic, et qu'on n'a pas une sensibilité, que c'est pas un génome négatif n'exclut pas un génome négatif de dépistage n'est pas un génome négatif de diagnostic. Sur l'information. Alors l'information actuellement dans cette phase 1, c'est effectivement à peu près un échange de 20 à 30 minutes avec les parents. C'est quelque chose qui est évoqué. Il y a aussi donc des flyers et un film. Mais ce que les gens comprennent, je pense que beaucoup ne comprennent pas tout ça. Et en plus, dans la phase 2, qui est une phase qui est vue pour voir ce que ça pourrait donner en termes de généralisation, très clairement, ça va être maintenant les sages-femmes qui vont informer sur un temps court. Donc, je pense que ce sera quelque chose qui ne sera pas dit à l'oral. Par contre, effectivement, on va multiplier les informations autres, mais est-ce qu'elles seront lues et comprises? Je ne sais pas. On a peut-être une dernière question. Ouais. J'ai une question pour Alban. Sur la liste 2 là, des pathologies neurodéveloppementales du Guardian, j'ai cru comprendre, tu disais que c'était d'autant plus important aux États-Unis de les dépister parce qu'il n'y avait pas les structures d'accompagnement comme le CAMS. Au contraire, moi je me demande à quoi ça sert de les dépister s'il n'y a pas de structure. Parce que là, on entendait ce matin qu'il y avait quand même 30% des enfants dépistés aux États-Unis qui n'étaient pas suivis en fait. Donc en fait, à quoi a servi le dépistage? C'est ma question. Alors, il y a des structures, mais il y a le système de santé est très mercantile. Et du coup, il n'y a pas forcément une très grande confiance de la population pour ces structures. Elles sont méconnues et difficiles d'accès. Donc, il commence à avoir des structures similaires qui se montent, mais il n'y a pas cette culture de j'ai un doute sur un enfant hypotonique, je l'adresse au CAMS facilement. Et donc, le fait d'avoir ce résultat permet d'accéder aux peu de structures existantes. Ok, j'ai compris. Il y a moins d'offres et du coup, ça permet de mieux prioriser les enfants vers le peu d'offres existantes. Merci en à tous les France, deux. c'est sur les symptômes en fait qu'on adresse. Ouais.